Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence pour cette nouvelle rencontre au Café de la Librairie, pour laquelle j'ai le grand plaisir ce soir d'accueillir Adèle Van Brett. Alors bonsoir et merci beaucoup. Bonsoir à tous, venue jusqu'à Brest pour cet événement. Alors avant tout, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes philosophe. Après des études en classe préparatoire littéraire, vous avez intégré l'école normale supérieure et vous avez travaillé notamment sur le philosophe américain Stanley Cavell, sur le cinéma et sur la pensée de l'ordinaire. Puis vous êtes également l'une des voix de France Culture, puisque depuis 2011, vous produisez et animez Les Chemins de la Philosophie, qui est, je crois, l'émission la plus podcastée de Radio France. Alors, ce soir, c'est suite à la parution de votre livre que nous vous accueillons. Il est paru aux éditions Gallimard et est intitulé La vie ordinaire. Et cette vie ordinaire, qui nous concerne tous, elle constitue en effet le sujet, ou peut-être le problème au cœur de votre livre. Le problème parce que cette vie ordinaire, elle ne cesse de titiller votre narratrice, qui ne parvient jamais à la saisir totalement, encore moins à l'élaborer en concept, et même pas vraiment à la définir, si ce n'est en creux. C'est alors dans une véritable quête de cette vie ordinaire que vous nous menez, à travers un livre qui n'est ni un essai, ni un traité philosophique, ni un roman, ni un récit, mais peut-être une réflexion philosophique incarnée qui se lie en tous les cas d'une traite. Alors, l'une des particularités de ce livre, c'est que vous y mettez en scène son écriture et la difficulté de cette écriture, la difficulté de mettre en mots le monde, de trouver les mots les plus justes possibles. Et on a le sentiment que le texte passionnant que l'on lit est un texte en devenir. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter les débuts de ce livre, ce qui pour vous a été à son origine et la façon dont il s'est écrit ? Oui, merci. Donc, bonsoir à nouveau à tous. Merci beaucoup d'être là si tôt. Enfin, je fais mon mieux pour être là le plus tôt possible. Et c'est toujours compliqué quand on vient de loin, c'est-à-dire de Paris en ce qui me concerne. Et donc, je suis très heureuse de voir que vous êtes tous là et de passer une petite heure avec vous. Alors, raconter les débuts de mon livre, c'est un peu le sujet de mon livre, d'ailleurs, qui raconte les débuts d'un livre qui n'arrive pas forcément à s'écrire, à cette différence près que vous avez quand même un livre entre les mains. Donc le fait de raconter un livre qui ne s'écrit pas peut aussi produire un livre. C'est pas le seul sujet, évidemment. Mais il m'importait, pour être fidèle à la position que j'occupe dans ce livre, à savoir d'en appeler de mes voeux une philosophie davantage incarnée, qui ne sépare pas le travail de l'esprit d'un côté, la vie du corps de l'autre, et bien d'ancrer ma réflexion dans un texte, dans une écriture en devenir, et qu'on entende le travail du texte au fond. Pas tellement dans les phrases en train de se faire, parce qu'il y a des vraies phrases dans le livre, enfin je crois, il n'y a pas de rature en tout cas, mais plutôt l'idée était d'aller dans le sens d'une pensée qui est toujours en fabrication. Parce que, et ça c'est quelque chose qui m'est très cher, je crois qu'on a trop tendance à associer la philosophie à un domaine de l'existence un peu abstrait, qui serait, pour le situer par ici, comme une espèce de nuage où les idées se trouveraient, et puis le philosophe, c'est celui qui aurait à tendre la main, à prendre une idée, puis la mettre sur le papier. Il n'aurait pas de corps, il n'aurait pas vraiment d'identité, il ne travaillerait pas vraiment, au fond, ce serait vraiment quelqu'un qui serait en cohésion totale avec le monde des idées. Ce qui est l'idéal selon le philosophe platonicien, pour qui le monde des idées est le monde de la vérité. Je crois que c'est pas du tout le cas, et j'ai la chance tous les jours mon métier consiste à donner la parole aux philosophes contemporains, tous les jours donc sur France Culture, et j'entends la pensée en train de se faire à chaque fois, que ce soit des professeurs ou des auteurs. En tout cas, rien ne m'intéresse plus que la pensée qui se cherche, parce que je crois qu'elle dit plus que la pensée déjà faite. Et donc quand j'ai commencé à écrire, parce que j'étais mue par un problème, je n'ai pas décidé un jour d'écrire, pendant des années, je me suis questionnée sur cette vie ordinaire qui m'apparaissait vraiment comme un problème, c'est-à-dire pas comme quelque chose d'invivable, pas comme quelque chose d'insupportable, tel que je décris dans le livre, mais comme quelque chose qui m'interpellait. Et j'ai choisi, pour les besoins, on en reparlera peut-être littéraires, de construire cette narratrice pour qui l'ordinaire a vraiment quelque chose d'invivable. Je vous rassure, c'est pas comme ça que je vis mon ordinaire tous les jours. En revanche, c'est ça qui m'intéressait, cette dimension problématique. Et donc, quand j'ai voulu écrire, quand l'écriture a commencé à s'imposer à moi, j'étais, comme la narratrice dans le livre, un peu face à un mur en me disant « Mais si j'écris un essai sur la vie ordinaire, il me semble que je rate l'essentiel de ce que je veux dire. » Et le ton de l'essai ne me convenait pas, l'argumentation de l'essai n'était pas du tout ce que j'avais envie d'écrire. Et c'était une grande surprise pour moi,
parce que je me disais, mais je n'écris pas de fiction et je ne suis pas en train d'écrire un essai de philosophie. Alors qu'est-ce que j'écris? Et il m'a fallu beaucoup de persévérance pour continuer à écrire quand même ce livre qui ne ressemblait à rien. Et j'ai décidé de l'assumer. Et donc de mettre en scène une narratrice qui écrivait quelque chose qui n'avait pas du tout une forme prédestinée et dont le résultat était quelque chose, un objet assez hybride, mais qui était quand même un livre qui livrait ses réflexions en train de se faire. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai écrit ce livre comme ça, ce qui m'a demandé, moi, beaucoup de travail, mais c'était le plus intéressant à faire, de restituer ce travail de la pensée en tant que se faire et en train de se faire, et le questionnement permanent par la personne qui écrit, à savoir la narratrice dans le texte, de cette soi-disant discipline qu'est la philosophie. Je voulais mettre à l'épreuve la philosophie, d'où ce ton étrange et cette forme bizarre, vous avez raison. Mettre à l'épreuve la philosophie, et vous l'avez dit, prenez une philosophie incarnée, une philosophie du corps, et donc vous décidez d'utiliser ce personnage de la narratrice qui parle à la première personne, qui utilise le jeu, qui est assez quelque chose qu'on n'attend pas dans un livre de philosophie. Alors qu'est-ce qui a rendu possible cette utilisation du jeu, et qu'est-ce qui l'a rendu nécessaire? Eh ben, c'est une très bonne question parce que ça a été mon gros point de blocage. C'est-à-dire que le jour où je me suis rendu compte que pour écrire ce livre, il fallait dire « je », je l'ai vécu comme un désespoir. Parce que je viens de... Voilà, on apprend à ne pas dire « je », alors déjà en philosophie. Souvenez-vous, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des cours de philosophie en terminale, une des premières choses qu'on vous apprend, c'est à ne pas dire « je ». Votre opinion, on s'en fiche. La philosophie est bien au-delà, vous voyez. Elle est encore là. L'opinion, bon... L'opinion, tout le monde a une opinion, mais la philosophie, madame, la philosophie c'est au-dessus. On ne dit pas « je », on dit « nous ». Et donc tous les étudiants en terminale écrivent la dissertation à la première personne du pluriel. Nous pensons que, dans un deuxième temps, nous verrons que. Ce qui a une valeur indéniable, qui est l'apprentissage de l'exigence de la pensée, la dépossession de ses propres préjugés, qui est la condition sine qua non de l'exercice philosophique, mais qui, je crois, doit être appelé à être dépassé dans un second temps. Alors peut-être pas au cours de la terminale, ce serait un autre débat que je serais ravie d'avoir, mais c'est pas le lieu de notre rencontre ce soir. De manière à ce que ces pensées que nous avons appris à restituer, nous, dans l'exercice de la dissertation, puissent être intégrées, digérées, incorporées, et donc oser dire que finalement, ce n'est pas exprimer son opinion que de dire « je » lorsqu'on parle de Descartes. Ça peut être aussi une manière de dire « mais voilà ». Le Descartes que je ressens. Voilà comment Descartes me parle. Voilà ce que Descartes me fait à mon imagination, à mon esprit, à mon corps, et voilà comment je vis avec lui dans un rapport, non pas de maître à élève, mais ni même de livre à individu, mais de compagnonnage. Voilà comment je vis avec Descartes. Ce qui serait, à mon sens, qui serait quelque chose de... Comme l'année de terminale bis qu'il faudrait avoir, l'année d'après, comment est-ce que vous le vivez? Alors peut-être qu'il faut-il que ça n'arrive qu'une fois qu'il y a une grande fréquentation avec ces philosophes. Peut-être que voilà, ça doit venir après des années de lecture et de fréquentation de ces textes-là. En tout cas, quand ce jeu est apparu, j'avais cet obstacle-là, purement scolaire, et donc assez bête, en ce qui me concerne. Hein. Enfin, c'est pas un argument, mais ça s'est imposé à moi comme un obstacle. Et quelque chose qui m'est beaucoup plus intime et personnel, qui est une forme de pudeur, qui est que je n'ai jamais pensé que ma propre personne était quelque chose d'important. J'ai même plutôt été éduquée à l'inverse, c'est-à-dire qu'on le soi, le moi, encore plus que le soi, est quelque chose qui doit toujours être secondaire. Enfin, c'est pas ce qu'on met en avant et c'est pas ce qu'il y a de plus important dans l'existence. Et voilà que je me mettais à dire « je ». Double transgression. Et ça persistait, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui s'est imposé. Et j'ai choisi de donner la voix à ce jeu. Et j'ai choisi de créer une sorte de double, au fond, parce que cette narratrice me ressemble beaucoup. Disons que ça n'est qu'une partie de moi. C'est moi, mais il y a beaucoup de choses de moi qui ne sont pas aussi dans ce livre, mais ce jeu est quand même moi. Et là, vous voyez, j'ose dire moi quand même. Le jeu est une manière donc d'incarner cette pensée et de suivre. C'était aussi par besoin de... il y a double utilité à ce jeu. D'abord, j'avais besoin d'une narration, et donc d'une narratrice, parce que le travail que je proposais pouvait être trop aride. Il était d'abord sous forme de fragments, et je voulais qu'on lise le livre comme on lit une enquête, c'est qu'on ait envie de savoir, en fait, ce qui va se passer. Donc il faut une dramatisation, donc il faut un personnage qu'on a envie de suivre. Ça, c'est le b.a.-ba de la littérature. Et puis deuxièmement...
encore une fois, pour être fidèle à cette philosophie incarnée que je souhaite, il fallait que je sois cohérente, et je voulais que ce livre-là touche le lecteur ailleurs que dans, disons, la richesse de la réflexion qui m'est si chère, c'est-à-dire qu'il le touche aussi dans son corps et, si possible, dans son cœur. Et en fait, le moyen le plus efficace pour interpeller quelqu'un dans son intimité, bah, c'est de puiser dans la sienne. Donc ce jeu a cette fonction-là aussi, parce que ce qui est raconté dans le livre sont des expériences qui sont souvent très intimes, et dont le but n'est pas de raconter ce qui se passe dans ma vie, parce que ça, encore une fois, et là je suis fidèle à mon éducation, je pense que ça c'est secondaire, mais c'est pas une autobiographie. Mais c'est de montrer que ces expériences-là, si on puise dans ces expériences, on peut en tirer quelque chose. C'est un moteur pour la pensée. Et donc c'est pas uniquement dans les philosophes eux-mêmes, et tout le livre est là-dessus, on peut réfléchir et se poser des questions en dehors des livres de philosophie qui ont peut-être été lus avant, mais les expériences et les expériences quotidiennes de la vie ordinaire interpellent au même titre que les méditations métaphysiques de Descartes. Et donc il a fallu essayer de voir comment je mettais ça sur le même niveau, au fond. Et donc vous nous menez dans cette quête de l'ordinaire, dans cette philosophie de l'expérience, mais une philosophie où on croise aussi de nombreux philosophes, d'autres citations de philosophes des textes, et on en croise en vrai, on croise, la narratrice va notamment rencontrer Clément Rosset, Stanley Cavell. En quoi est-ce qu'il était important de les mettre en scène aussi ? Justement, je voulais des personnages. Je voulais que les philosophes qui allaient apparaître dans ce texte ne soient pas simplement là sous forme de citations, même si c'est le cas aussi. Mais j'ai jamais été à l'aise, et j'ai essayé de le faire, mais Camus explique que, page 55, que l'homme révolté est celui qui dit oui avant de dire non, mais dans la deuxième partie de son texte, je ne me sens pas à l'aise avec ce format-là du tout. J'avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre que moi qui écrivait. Et on peut le faire, enfin, mais je n'ai pas cette partie-là, peut-être ce que j'appelle la partie scolaire qui ne me vient pas naturellement. Maintenant, heureusement, j'ai peut-être réussi à m'en défaire. Mais je voulais que ces philosophes-là apparaissent comme des personnages avec un corps. C'est pour ça que Stanley Cavell, la narratrice, va rencontrer Stanley Cavell, plutôt que de parler de son travail en disant voilà ce que dit Cavell et voilà comment moi j'essaye de voir les choses. Bah non, elle va le rencontrer. Et puis ils mangent des sushis ensemble. Il y a une vraie scène de la vie ordinaire avec un philosophe. Les livres qui sont lus, bah, je les mets en scène aussi. La narratrice va... Enfin, je raconte comment elle lit le livre et l'agacement que ça peut produire en elle, ou au contraire, la grande réjouissance. Clément Rosset, c'est pareil. Et vous aurez remarqué que souvent, ces philosophes interviennent autour une scène de la vie quotidienne, et souvent autour de la nourriture ou de la musique, une source de jouissance de l'existence aussi. Et ça, je voulais que ces philosophes-là, qui finalement s'avèrent non pas inutiles, mais n'aident pas la narratrice dans sa quête, eh bien, restent présents de manière charnelle, de manière empirique, et là aussi de manière intime, comme des personnages littéraires que j'aurais envie de faire exister pour mieux les saluer. Mais les saluer au deux sens du terme, leur rendre hommage, et aussi peut-être leur dire, voilà, je vogue désormais vers d'autres rives, et merci de m'avoir accompagné. Je ne sais pas trop où je vais, mais j'y vais seule, ce qui est absolument terrifiant, mais c'est aussi ça que raconte le livre. Alors je propose qu'à présent on plonge justement dans cette vie ordinaire. La vie ordinaire, nous dites-vous, ce n'est pas le banal, ce n'est pas le quotidien non plus. Alors en quoi est-ce qu'elle se différencie de ces deux termes, et qu'est-ce qu'elle n'est pas, la vie ordinaire, à défaut de dire ce qu'elle est ? Oui, il m'importait de montrer que la vie ordinaire n'est pas la vie quotidienne. En fait, la vie quotidienne, déjà on dit souvent mon quotidien. Mon quotidien se compose de tel menu, tel rythme, tels horaires, tel trajet pour aller au travail, j'habite dans telle ville avec telle personne, j'aime telle chose, j'ai tel visage et tel nom. Au fond, je peux nommer mon quotidien. C'est ce qui se fait de jour après jour, dans un style plus ou moins répétitif d'ailleurs. Ce quotidien, je peux en changer. Mon quotidien à Brest ne serait pas le même que mon quotidien à Paris. Je peux changer de ville, je peux changer de travail, je peux changer de conjoint, je peux changer de vie, je peux changer de nom, je peux changer de visage. Je peux tout changer. L'ordinaire, c'est ce qui reste quand on a tout changé. Le quotidien serait comme le masque qu'on pose sur le visage de l'ordinaire, comme la forme extérieure, le cadre nécessaire à la survie qu'on se construit pour pouvoir tenir bon dans ce rapport au monde dans lequel nous sommes jetés de façon dès la naissance, quand l'ordinaire, lui, serait cette chose beaucoup moins domptable et plus sauvage, peut-être plus chaotique, qui est un rapport premier au monde. Au fond, ce que je nomme l'ordinaire, c'est un rapport au monde, un rapport au réel, quand celui-ci m'apparaît sans aucun filtre, sans aucune couche, sans aucun déni,
Au fond, si on y pense, et ça le philosophe Pascal le dit très bien, on passe notre vie à se divertir, c'est-à-dire à faire des choses pour oublier notre condition d'être mortel. Le travail, le divertissement, les rencontres en librairie, l'écriture d'un livre, la vie en général est une manière de proposer des variations autour d'un même thème qui est l'existence humaine et qui en fait dispense de se poser la question mais que voulons-nous faire de notre vie? Eh bien, c'est ces questions-là qu'on se pose et ces couches que nous intercalons entre nous et le réel et qui fait le sens même sans doute de l'existence humaine qui a du mal à accepter qu'elle n'a pas forcément de sens, relève de ce qu'on appelle la vie quotidienne. L'ordinaire, c'est quand le réel apparaît pour ce qu'il est, à savoir ni bien ni mal, ni bon ni mauvais, ni repoussant ni attirant. Il est. Et le fait que les choses soient, que nous soyons, ce que Sartre appellerait la facticité de l'existence, c'est un fait. Les choses sont. C'est un fait premier qu'on a du mal à saisir, qu'on a du mal à renommer, tellement c'est à la fois évident et insaisissable. Et ça, c'est ce que Clément Rosset le dit très bien, on n'arrive pas à saisir le réel lui-même, on a toujours besoin de doubles pour nommer le réel. La fiction est un double du réel. Écrire je dans un livre est une manière de créer un double de moi-même. Il y a beaucoup de procédés par le langage qui consistent à produire un double du réel pour mieux le saisir. Si bien que Rosset va jusqu'à dire qu'au fond, c'est l'ivrogne le plus sage, car l'ivrogne, lui, sait qu'il voit double. Alors que nous l'ignorons, nous pensons voir une seule chose quand nous en voyons deux, et ce réel-là, parce qu'il est singulier, c'est-à-dire non duplicable, est ce qu'il y a le plus difficile à saisir. Et je crois que c'est ce que je nomme l'ordinaire comme étant ce rapport au monde que nous n'explorons jamais. Et c'est pour ça que moi j'ai besoin du terme ordinaire et pas simplement réel, parce qu'au fond, rien n'est plus ordinaire que ce rapport au monde que nous trimballons avec nous, où que nous soyons, et quoi que nous fassions. Vous voyez, c'est pour ça que je dis quel que soit votre quotidien, même si vous en changez, il y a une chose qu'on ne changera pas, c'est la répétition des jours et des nuits, c'est le fait que les choses soient. Et au fond, il y a quelque chose d'absolument ordinaire. Ça ne veut pas dire banal. Et là, j'en viens à votre deuxième distinction. Le banal, qu'est-ce que c'est? Le banal, c'est ce qui n'attire pas mon attention. Quelque chose de banal, c'est quelque chose d'anodin, qui ne mérite même pas que je m'y attarde, au fond. Mais l'ordinaire, bien compris, est tout sauf banal. Parce que l'ordinaire, précisément, est la chose au monde que nous observons le moins, que nous passons notre temps à fuir. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est de voir ce qui se passait quand on y plongeait, justement. Qu'est-ce qu'on découvre de la vie ordinaire quand on prend le temps de la regarder? Et c'est tout l'enjeu du livre, et c'est pour ça que c'est une enquête. Parce que peut-être, comme le dit Rosset, nous ne savons pas la regarder en face. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'on occulte la partie la plus essentielle de notre existence, le simple fait d'être? Et en même temps, on n'a pas envie de passer notre vie à se dire, bah oui, nous sommes. C'est une redondance, c'est une tautologie. Et pourtant, il y a quelque chose qui interpelle là-dedans. Et cette interpellation se loge dans la vie ordinaire. Et là, la vie ordinaire est légèrement différente juste du terme ordinaire, parce que la vie ordinaire se rejoint avec le quotidien, parce que c'est dans les scènes en apparence les plus anodines, je dis bien en apparence, que cette interpellation peut se jouer de manière assez brusque, voire assez violente. C'est ce que je décris au début du livre. Pourquoi dans les moments en apparence anodins, autour d'une table, au petit déjeuner, tout semble aller bien, tout est en ordre. Ordinare, ça veut dire mettre en ordre, étymologiquement. Qu'est-ce qu'on met en ordre? Si on met en ordre, c'est qu'il y a un chaos initial. C'est quoi ce chaos? C'est ça que je voudrais chercher, moi. Et donc pourquoi dans ces moments apparemment, où tout est en ordre apparemment, chacun beurre sa tartine, on sert du thé, on déjeune, et soudain, un bruit, un son, un souvenir, quelque chose de cette scène à laquelle nous sommes habitués, va nous paraître très étrange, à tel point que ça peut nous donner envie d'aller vivre immédiatement sur une autre planète, dans un autre endroit. Ce sentiment de ne pas coïncider avec sa propre existence, qui arrive dans les moments les plus ordinaires. D'où ça vient? Quel est ce petit caillou dans la chaussure du quotidien qui fait que je ne me sens pas coïncider avec ma vie, que même par moments, elle peut m'apparaître insupportable, alors que tout est ordinaire. Ça veut dire que l'ordinaire n'est pas le banal. Alors qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'ai voulu chercher. C'est ce rapport au réel que la narratrice va explorer donc tout au long du livre et qui la ramène à la contingence de l'existence, au doute existentiel. Mais il arrive un événement important dans le livre qui va changer son rapport au monde. C'est qu'on l'a su aussi pendant sa grossesse. Alors dans quelle mesure est-ce que cet état change le rapport au monde, le rapport au réel? Oui. L'expérience de la grossesse tient une place importante dans ce livre en tant qu'expérience. Vous avez bien choisi le terme parce qu'il y a une espèce d'obsession de l'expérience dans le livre. Au fond, l'expérience étant cette rencontre entre les idées
Et l'ordinaire, justement, les seuls moments où on peut vraiment mettre à l'épreuve ces idées-là, c'est quand on en fait une expérience, au sens presque scientifique du terme. On observe, on regarde ce qui se passe. Et notre vie est faite d'expériences que nous avons du mal à nommer et à ressaisir, notamment la grossesse. Autant la vie ordinaire est une question qui a été très peu explorée en philosophie, on pourra peut-être y revenir, pourquoi est-ce que les philosophes ne s'intéressent pas à la vie ordinaire, autant l'expérience de la grossesse a été carrément passée sous silence. On a parlé de l'accouchement. Socrate fait de l'accouchement la métaphore de la philosophie. Socrate se définit comme une sage-femme qui vient accoucher la sagesse contenue par un corps autre que le sien. Lui-même dit qu'il n'est pas du tout sage, mais que son métier est de faire accoucher les autres de leur sagesse. Autant l'expérience de la gestation de la grossesse, elle, est à peine mentionnée. Et donc il m'a paru intéressant dans ce livre de faire se rejoindre ces deux dimensions, ces deux expériences, sur lesquelles moi je n'avais rien lu, en tout cas en philosophie, et un peu en littérature, mais pas sous cet angle-là. Et au fond, l'expérience de la grossesse, qui est quelque chose d'assez ordinaire, enfin, il y a même beaucoup de personnes qui ont fait cette expérience-là, interpelle de manière, je crois, radicalement nouvelle ce fameux rapport au monde que je décris dans l'ordinaire, pour une raison très simple, c'est que lorsqu'on est enceinte, on n'est plus seul dans son rapport au monde. Et ça, c'est très, très perturbant, surtout pour la sceptique que je suis. C'est-à-dire que si on part du principe un peu comme le doute cartésien, on ne peut pas vraiment prouver que les choses existent. Au fond, nous sommes nés dans un monde où nous n'avons pas demandé à naître. Le monde est indifférent à notre existence et nous allons mourir. Enfin, c'est quand même la définition de l'absurde en philosophie. On ne peut pas connaître grand-chose, la connaissance ne changera rien à notre situation. C'est ce qu'on peut appeler le scepticisme. Et bien soudain, l'expérience de la grossesse change ce rapport au monde parce que nous ne sommes plus seuls, nous sommes deux. Et cette deuxième personne, on ne la connaît pas, mais on sait de manière indubitable qu'elle existe parce qu'elle est en nous. Et ça change tout. Descartes, pour fonder la philosophie et pour prouver donc son existence, va montrer que le doute lui-même, le fait même de douter est une manière de penser, donc d'exister. Je doute, donc je suis. Il a besoin du langage pour prouver sa propre existence. Et il a surtout besoin de Dieu, parce qu'il a besoin de Dieu qui a créé le monde pour prouver sa propre existence, au fond, parce qu'il ne peut pas se suffire à lui-même. Il est quand même un autre siècle que le nôtre, on ne peut pas comme ça tourner le dos à Dieu. Et bien, je me demande si, en fait, l'expérience de la grossesse et de l'embryon qu'on porte en nous n'est pas une manière pour l'embryon de se substituer à Dieu. Au fond, je ne peux pas douter de tout, dès lors que mon propre corps n'est plus seul dans sa demeure. Dès lors qu'un autre cœur que le mien bat dans mon corps, je ne peux plus mettre en doute ma propre existence. Puisque j'entends ce cœur. Il a été perçu, il a été entendu. Et pas besoin d'avoir fait cette expérience pour l'entendre, hein, encore une fois. On peut être à côté de la personne qui fait l'expérience de la grossesse. Et cette duplicité-là change beaucoup de choses. Elle change le rapport à cette gratuité de l'existence, cette contingence dont vous parliez, qui signifie que les choses auraient pu être autrement, j'aurais pu ne pas naître. C'est ce que décrit le narrateur de La Nausée de Sartre, Roquentin, qui dit, mais au fond, le fait que la vie n'ait pas de sens me provoque cette nausée-là en moi. À quoi je peux me raccrocher? Et là, il fait cette expérience de la facticité. Il dit, mais ah oui, les choses sont, mais je ne peux pas le prouver, mais je vois, je sens que ces choses sont. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment? Et ça fonde toute la philosophie de l'absurde. Et bien moi, je m'interroge dans le livre. Cette nausée de Roquentin, cette nausée face à l'absurdité de l'existence, qu'est-ce qu'il en reste quand on a la nausée de la femme enceinte? C'est-à-dire qu'il porte en elle autre chose qu'elle-même. Ça veut dire, très clairement, quand on porte en soi un autre corps que le sien, que tout n'est pas devant ses yeux, que le monde n'est pas entièrement devant nous, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, qu'on ne le voit pas et qu'il existe indubitablement. Et ça, c'est une expérience inédite qu'on ne peut pas faire autrement. Ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur la manière d'être au monde, sur une réflexion philosophique, sur la quête même du sens de l'existence. Je ne pense pas du tout qu'être enceinte change quoi que ce soit au sens de l'existence. Elle n'a pas plus ou moins de sens. Et c'est une solution à rien. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut à tout prix être enceinte. Ce n'est pas du tout mon propos. Simplement, je prends au sérieux cette expérience et je m'interroge sur l'histoire même de la philosophie. À quoi aurait-elle ressemblé si Descartes, Pascal, Sartre avaient pu faire l'expérience de la grossesse? Et je crois que leur pensée en aurait été changée. Je ne prétends pas le faire, je veux interpeller, je veux ouvrir cette porte-là, parce que si on prend vraiment les choses au sérieux, et là je vais un peu rapidement, je le développe un peu dans le livre, il me semble que ça change le positionnement philosophique et on est obligé de mettre à l'épreuve l'expérience de la pensée par le corps, dès lors que nous savons que nous sommes nous-mêmes générateurs d'autres corps que le nôtre. Ça change la conception de la philosophie, au fond.
si la philosophie est une métaphore, si l'accouchement est la métaphore de la philosophie, bah de deux choses l'une. Soit la philosophie n'est qu'une métaphore de l'accouchement, mais alors est-ce qu'on peut accepter que le geste philosophique ne soit qu'une métaphore? Donc pas le réel lui-même, mais une manière d'essayer de le saisir par un détour, alors que la philosophie a pour but de dire les choses telles qu'elles sont. L'histoire de la philosophie ne serait que l'histoire d'une métaphore. Ça paraît inacceptable. Soit c'est pas une métaphore, c'est un accouchement réel, mais alors pourquoi est-il si peu question de l'accouchement d'un corps par un autre? Pas juste d'une âme par une autre âme. C'est surprenant, et c'est, je trouve, très stimulant de réfléchir aux choses sous cet angle-là. Alors j'aurais souhaité aussi revenir à une scène qui est située au début du livre, lorsque la narratrice suit des cours à l'université de Chicago, et c'est le moment où elle va découvrir pour la première fois qu'il existe une pensée de l'ordinaire, et où elle va s'approprier ce mot ordinaire. À ce moment-là, donc, c'est un cours mené par un professeur qui s'appelle Arnold Davidson, et un cours qui est sur le perfectionnisme moral et la transformation de soi. Donc le perfectionnisme moral, ça n'est pas la recherche de la perfection, mais de la transformation, avec pour point de départ une insatisfaction liée à soi. Et en fait, dès le début, dès le tout début du livre, il y a cette idée de transformation qui est très présente, qui me semble finalement essentielle, parce qu'on voit aussi l'évolution de la narratrice. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de cette idée de la transformation dans le livre, pour la narratrice, mais dans votre pensée et dans cette philosophie qui s'incarne? Oui, je ne crois qu'en ça. Je crois que nous sommes en transformation permanente. Enfin, c'est pas je crois, c'est la biologie. La biologie nous apprend que nous sommes en transformation permanente. Depuis la naissance jusqu'à notre dernier souffle, nous ne sommes que transformation. Et la difficulté à épouser cette transformation-là nous a conduit à ériger des règles, des étiquettes, des murs pour pouvoir tenir bon, au fond, parce qu'une transformation permanente et perpétuelle serait à proprement parler invivable. Et c'est aussi le signe de notre humanité que d'avoir pu créer des sortes de bases, d'îlots de stabilité pour pouvoir tenir bon malgré cette transformation permanente. Et ça provoque une réflexion sur ce que c'est que habiter quelque part, et ce que la narratrice a beaucoup de mal à faire, au fond, parce que la vie ordinaire, comme elle lui est souvent pesante, il y a cette hantise, au fond, de s'arrêter. Comme nous sommes faits d'une transformation permanente, est-ce que habiter quelque part, c'est pas aussi s'arrêter, et donc renoncer, et donc mourir, en fait? Comment peut-on faire pour se sentir bien quelque part, baisser la garde, poser les armes, enfin ce que la plupart des gens arrivent à faire, hein, il y en a qui ont plus de mal que d'autres, sans vivre ça comme une défaite? C'est ça qu'en fait, il y a une sorte d'aiguillon que j'appelle l'intranquillité. L'intranquillité serait cette impossibilité de s'arrêter vraiment, de se reconnaître vraiment dans son propre reflet, de pouvoir dire « je » sans dire immédiatement « mais non, mais je suis aussi autre chose ». De reconnaître que nous sommes multiples, au fond, que je suis multiple, et je crois que vous aussi, mais que pour les besoins de la vie en société, nous avons besoin d'afficher un visage, un nom, une carte d'identité, mais qu'au fond, ça n'est qu'une partie de nous-mêmes. Et je n'aime rien tant, et je crois que c'est aussi ce qui me fait écrire, cette intranquillité-là, mais aussi cette manière de ressaisir la transformation avec laquelle nous essayons de composer, mais que nous tentons de conjurer bien souvent, parce qu'elle est fatigante. Bergson a cette phrase géniale, il dit « on ne voit pas les choses elles-mêmes, on voit les étiquettes qu'on a posées sur elles ». Et quand vous y pensez, c'est vrai, les mots sont des étiquettes, vos noms sont des étiquettes. Et donc le travail du philosophe serait peut-être celui de décoller ces étiquettes, mais il faut garder en tête qu'on en a besoin. Sans ces étiquettes-là de la pensée, nous ne pouvons pas parler, nous n'avons pas de langage, nous ne pouvons pas penser. Donc là, c'est la vraie défaite, en revanche, l'impossibilité de penser, donc d'avancer, donc de se transformer justement par la pensée pour être fidèle à la transformation du corps. Et en effet, j'ai choisi dans le livre de mettre en scène ce goût pour la transformation qui me caractérise, même voir la métamorphose, d'où aussi l'intérêt pour l'expérience de la grossesse, qui est quand même une transformation assez physique, assez incroyable. De manière intellectuelle, parce que le professeur que la narratrice rencontre à Chicago propose un cours sur la transformation de soi dans l'histoire de la philosophie. Et là, avant même le mot d'ordinaire, c'est ce mot-là qui l'a fait réagir. Et elle se dit « Ah oui, mais la philosophie ne serait pas juste une affaire de vérité ou de sagesse, mais aussi de transformation. » Et je crois que le premier choc, il est là, de se dire « Mais... » Parce que cette discipline que je tenais avant pour quelque chose d'assez sage, fixé, c'est quand même...
on a une vision des philosophes comme étant ces textes qu'on trouve en Pléiade, qui sont juste là, je crois d'ailleurs, dans cette librairie, enfin pas loin en tout cas, avec ce beau papier, quelque chose de très, très figé. Au fond, non, la philosophie peut aussi, et peut-être d'abord, être le lieu d'une transformation. Et le livre lui-même est d'ailleurs une transformation, un exercice de transformation. Mon souhait le plus cher serait que ça provoque, alors peut-être pas une transformation, je n'irai pas jusque-là, mais que ça interpelle le lecteur de cette manière-là, qu'il y ait une forme d'autre regard jeté sur lui-même, qui sait quand même. En tout cas, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé quand moi j'ai écrit ce livre. Et encore une fois, c'est les moments de la vie que moi je trouve les plus intéressants et les plus féconds, quoi. Et cette transformation, on la sent dans le parcours de la narratrice aussi, et dans son rapport à la vie ordinaire, puisqu'au début, la vie ordinaire est pour elle vraiment un problème. Elle est agacée à de très nombreux moments par cette vie ordinaire. Et puis petit à petit, vers la fin du livre, elle va être confrontée à la maladie, elle va être confrontée à la peur de la perte. Et là, son rapport à la vie ordinaire change. La vie ordinaire, finalement, c'est peut-être ce à quoi on peut se raccrocher. C'est aussi ce qui nous reste. Oui, tout à fait. Ce qui lui paraissait très pesant au début du livre devient quelque chose de doux et de presque chérissable parce que son père est très malade et soudain, après l'expérience de la grossesse qui lui avait révélé une autre manière d'être au monde, l'expérience de l'imminence de la mort de son propre père joue le rôle d'un second choc qui est de ressaisir différemment l'existence qu'elle vit, et elle se rend compte que la possibilité de la mort de quelqu'un qui lui a donné la vie va la conduire à regarder avec des yeux différents ce qui pouvait lui peser jusque-là. Pour être précise, ce qui était pesant dans la vie ordinaire, c'est le langage ordinaire, les phrases qu'on dit qui reviennent tout le temps. Comment ça va ? Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Toutes ces phrases-là qui font notre quotidien et sur lesquelles on ne s'arrête pas, mais qui peuvent agacer parfois si on est de bonne foi, non ? Pourquoi ces phrases-là, tout d'un coup, peuvent devenir douces ? Quand elles sont prononcées par quelqu'un qu'on a peur de perdre, soudain, ces phrases, on voudrait les embrasser. C'est la preuve quand même de la vie. Le caractère automatique de l'existence qui pèse tant à la narratrice peut devenir doux quand cet automatisme est encore le signe d'une vie qui continue. Parce que le problème de la transformation, ça a des vertus et c'est quelque chose de très réjouissant, mais ça conduit aussi à l'extinction, à la fin. Et cette fin-là, elle est très très difficile à accepter. Elle est sans doute inacceptable. La vie ordinaire est faite de ça, et peut-être que la vie ordinaire n'est pas autre chose que la tentative de domestiquer cette finitude. La mort notre propre mort est celle des personnes que l'on aime. Et en effet, le livre se termine, sans tout raconter pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais il y a davantage de douceur, peut-être de tristesse aussi, mais il y a une forme de paix peut-être dans l'intranquillité qui s'installe et qui montre en effet que l'écriture a aussi été un travail de transformation par rapport au rapport à la vie ordinaire elle-même. Je voulais vous remercier, Adèle Van Rest. Merci à vous, merci beaucoup, et merci à vous.